Je vous cache pas que l'épisode d'aujourd'hui a été un peu compliqué à écrire. Bah ouais, il y a tellement de choses à dire sur lui. Celui dont on va parler aujourd'hui fait partie de ce que l'on pourrait appeler les grands hommes de l'histoire. Considéré comme le sauveur de la France, vous allez découvrir comment un certain Charles de Gaulle est devenu un des piliers de l'histoire de France. Charles naît à Lille le 22 novembre 1890. Fils d'Henri de Gaulle et de Jeanne Maillot, il est leur troisième enfant sur une fratrie de 5. Son père, Henri, est un vétéran de la guerre franco-prussienne de 1870. Et lorsque Charles naît, la famille part s'installer à Paris, car son père vient d'être nommé directeur de l'école jésuite de Paris. Son père était devenu après la guerre un professeur, mais c'était surtout un passionné de littérature et d'histoire. Charles grandit en effet dans une famille catholique très pieuse, et profondément attaché à la gloire de la patrie. Passionné par l'histoire de France, Henri passe souvent ses soirées à raconter à ses enfants la glorieuse histoire de leur pays, ainsi que celle de leurs ancêtres. Car oui, les de Gaulle ne descendent pas de nulle part. C'est une famille bourgeoise, avec comme ancêtre le plus ancien et connu, un certain Jean de Gaulle, un marchand du XVIIe siècle. D'ailleurs, avec toutes ses connaissances historiques, Henri n'avait pas oublié l'éternelle rivalité entre Français et Anglais. Du coup, il interdit à ses enfants d'apprendre l'anglais. Ce qui est dommage, parce que vous allez voir que ça aurait pu lui servir. Pour tout patriote qui se respecte à cette époque, ce ne sont plus tellement les Anglais qu'il faut haïr, mais bien les Allemands. Depuis l'humiliante défaite de 1870 qui voit la Prusse s'unir pour devenir l'Allemagne, la France s'est vue amputée d'une partie de son territoire en Alsace-Moselle. Et évidemment, beaucoup de Français n'aspirent qu'à une chose, se venger. C'est ainsi que, comme beaucoup d'enfants de son époque, à l'école comme à la maison, Charles grandit dans un climat de haine envers les Allemands, et développe un désir de laver la honte qui s'était abattue sur la France 20 ans avant sa naissance. Comme tous les enfants de son âge, il aime jouer avec des soldats de plomb avec ses frères, sauf que lui prend ce jeu très au sérieux, et c'est là qu'il développe son esprit de stratège. À 10 ans, il entre au collège jésuite où travaille son père, et prend lui aussi goût à l'histoire et à la philosophie. Cependant, à l'adolescence, il décide finalement de se tourner vers une carrière militaire. Ainsi, à 19 ans, en 1908, il est reçu dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, là où sont formés les futurs officiers. Et pour prendre de l'expérience, il est envoyé en tant qu'élève officier au 33e régiment d'infanterie d'Arras, alors sous les ordres d'un certain colonel Philippe Pétain. En 1910, il retourne à Saint-Cyr, mais a du mal à se faire accepter. En effet, son air de dandy arrogant en repousse plus d'un. Il n'arrive pas à se faire d'amis et est jugé de médiocre par l'un de ses camarades. Bon, au final, pas tant que ça, puisqu'il finit 13e de sa promotion sur 111 élèves. Pour se moquer de lui, on commence à l'appeler la Grande Asperge. Ce qui fait évidemment allusion à sa grande taille, il faisait 1m96. À la fin de sa formation à Saint-Cyr, on lui recommande de se ranger du côté de la cavalerie, qui était à l'époque considérée comme une voie prestigieuse. Mais Charles a le pressentiment que dans les conflits à venir, la cavalerie ne jouera pas de rôle majeur. Et contre toute attente, il choisit de retourner vers l'infanterie. Et en 1912, il est de retour dans le 33e régiment d'Arras. Et son désir de vengeance va bientôt pouvoir être assouvi. On est en 1914. En 1914, l'Europe est au bord du chaos, et l'attentat de Sarajevo du 28 juin va mettre le feu aux poudres. En quelques jours seulement, les plus grandes puissances se déclarent la guerre les unes après les autres, plongeant l'Europe en cet été 1914 dans la Première Guerre mondiale. Le 33e, où se trouve toujours De Gaulle, est alors déployé en Belgique pour tenter de stopper l'avancée allemande. De Gaulle mène alors sa première bataille à Dinant, le 15 août, soit 12 jours seulement après la déclaration de guerre. Mais ce premier fait d'armes ne lui permet pas de briller. En fait, il reçoit une balle dans le genou et est envoyé dans un hôpital de l'arrière. C'est en octobre, soit 3 mois après sa blessure, qu'il peut enfin retrouver son régiment. Sauf que pendant ces 3 mois, une bonne partie de ses frères d'armes ont été soit blessés, soit tués. En 1915, il est promu capitaine. Juste avant de se blesser à la main, une blessure de base pas importante, mais qui finit par s'infecter. Et du coup, De Gaulle est reparti pour 4 mois de convalescence. Tout bascule pour lui en 1916, où il participe à la bataille de Verdun. Alors que l'armée française tentait de reprendre le fort de Douaumont, De Gaulle reçoit un coup de baïonnette à la cuisse. C'est déjà sa 3e blessure de guerre. Il est laissé pour mort par ses camarades et se fait capturer par l'ennemi. La guerre est finie pour lui. Il se retrouve dans un camp de prisonniers allemands, où il tente de s'échapper 5 fois, mais toutes ses tentatives seront des échecs. Il passe le reste de la guerre en prison, et il est photographié ici en train de servir la soupe. Il tombe en dépression et exprime dans des lettres à sa mère sa profonde frustration de ne plus pouvoir participer au conflit. Après 2 années interminables et après l'armistice du 11 novembre 1918, Charles est enfin libéré et peut retourner dans sa famille où il retrouve ses frères qui eux aussi avaient participé à la guerre et qui rentrent tous sains et saufs.
Malgré un retour compliqué en France, du fait du traumatisme de ses 2 ans d'enfermement, De Gaulle reste attaché à l'armée et est envoyé en 1920 en Pologne, pour y former la toute nouvelle armée polonaise pour faire face à la menace soviétique. De retour en France en 1921, il rencontre et épouse la même année Yvonne Vandroux, qui devient donc Yvonne de Gaulle. Ensemble, ils auront 3 enfants, le premier est Philippe de Gaulle, qui combattra d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est d'ailleurs toujours en vie aujourd'hui du haut de ses 98 ans. Leur second enfant est une fille, Elisabeth de Gaulle, et enfin la dernière, Anne, qui naît trisomique, une épreuve difficile qui soudera un peu plus le couple de Gaulle. Car en effet, à une époque où les enfants handicapés étaient confiés à des instituts spécialisés pour être cachés du monde, la famille de Gaulle décide quant à elle de vivre aux côtés de Anne, et même devant les photographes. Parallèlement, de Gaulle commence à s'intéresser à la politique, et il est affecté en 1931 au secrétariat général de la Défense nationale à Paris, un rôle qui lui permet de voir comment la France entrevoit le futur pour son armée. En 1933, de l'autre côté du Rhin, un certain Adolf Hitler devient chancelier, et de Gaulle tente d'alerter ses supérieurs sur la menace qu'il représente. Mais personne ne le prend au sérieux. Toujours enivré par la victoire de 1918, le commandement français est bien trop fier pour voir ses failles. La ligne Maginot, une suite de fortifications construites en 1928, le long de la frontière franco-allemande, était censée empêcher toute nouvelle invasion. Mais De Gaulle, lui, ne souhaite pas que la France opte pour une armée défensive. C'est alors qu'il rédige ses souhaits de voir une armée indissociable de la politique. Pour cela, il propose 3 grandes mesures. L'armée française doit être soumise aux décisions des hommes politiques. Deuxièmement, la création d'une armée professionnelle et non des civils qui sont mobilisés. Et enfin, il faut que la France se dote en masse de chars d'assaut. Mais bon, son projet de réforme est rejeté. Après son passage au sein de la bureaucratie militaire qui ne lui fait rien envisager de bon, De Gaulle décide de quitter Paris. Il rejoint Metz en 1937 et prend le commandement du 507e régiment de chars. Et 2 ans après, en 1939, ce que redoutait De Gaulle va se produire. « 1er septembre 1939. L'Allemagne hitlérienne envahit la Pologne. Étant alliés de la Pologne, la France et l'Angleterre en réponse déclarent à leur tour la guerre à l'Allemagne. Le colonel de Gaulle se met alors en route avec ses chars pour défendre la frontière. Mais comme l'Allemagne redoute une guerre sur 2 fronts, elle n'attaque pas la France et se concentre sur la Pologne. C'est ce qu'on va appeler en France la drôle de guerre. C'est une période qui dure 8 mois, où les 2 armées se font face, mais personne ne passe à l'attaque. Après la reddition de la Pologne, Hitler peut enfin se tourner vers son grand rival. Et les craintes de Gaulle se confirment. En mai 1940, les Allemands réutilisent exactement le même plan d'attaque qu'en 1914. Ils contournent par la Belgique et le Luxembourg, pourtant neutres, passent par les Ardennes, pourtant jugées infranchissables par l'état-major français, et en quelques jours encerclent les positions françaises et britanniques, en poste le long de la frontière franco-belge. La ligne Maginot n'aura donc servi à rien. De Gaulle et ses chars s'illustrent alors dans des actes de bravoure pour tenter de ralentir l'avancée allemande, notamment à Abbeville, où ils font partie des seuls à réussir à faire des prisonniers. Mais rien n'y fait, avec la Blitzkrieg, les Allemands semblent inarrêtables. Entendez par là la guerre éclair, c'est une utilisation massive des chars d'assaut associés à l'aviation, pour percer rapidement les défenses ennemies. Les Français sont mal préparés et mal commandés, c'est la déroute. L'exode jette sur les routes quelques 8 millions de Français contraints de quitter leur maison. L'avancée allemande est inarrêtable, et à peine 1 mois après le début de l'offensive, le 14 juin, les Allemands défilent sur les Champs-Élysées et le drapeau nazi flotte en haut de la Tour Eiffel. Cette humiliante défaite pousse le gouvernement provisoire français mené par Paul Reynaud à fuir Paris pour Bordeaux, où ils sont rejoints par le récemment nommé général de Gaulle. Il souhaite à tout prix continuer le combat, et pour ça, il est envoyé en mission officielle à Londres le 16 juin. Il y rencontre pour la première fois le Premier ministre britannique, Winston Churchill. De Gaulle le sollicite pour continuer le combat car selon lui, ce qui est à cet instant une guerre purement européenne, va inévitablement devenir une guerre mondiale. Et Churchill est du même avis que De Gaulle. Pour lui, il faut continuer le combat. Il est alors satisfait et rentre en France pour annoncer la nouvelle comme quoi les Anglais sont prêts à continuer le combat. Mais une fois de retour sur le sol français, il apprend la mauvaise nouvelle. Le maréchal Philippe Pétain vient d'être nommé à la tête du gouvernement français. Et De Gaulle connaît ses intentions, il sait que Pétain souhaite se rendre aux Allemands. Bon, je sais qu'aujourd'hui c'est pas ouf, mais à l'époque Pétain y pèse. Et il ne faut pas oublier qu'il est considéré comme le principal acteur de la victoire française de Verdun en 1916. Et ça lui confère une aura de sauveur de la patrie. De Gaulle décide alors de faire demi-tour, et le 17 juin, il reprend l'avion pour Londres. De retour dans la capitale anglaise, il décide d'utiliser sa dernière arme, ses mots. Aujourd'hui un tweet pourrait suffire, mais à l'époque, quand on est un militaire étranger, pour passer à la BBC, c'est pas une mince affaire. Ouais, pour ça il doit avoir l'accord du Premier ministre et des ministres britanniques. Churchill donne son accord pour que De Gaulle puisse diffuser son message, une fois que la France aura déposé l'armistice. Et la nouvelle tombe. Ce 17 juin, à 12h30, Pétain annonce à la radio que les combats doivent cesser.
et que l'armistice vient d'être demandé à l'Allemagne. J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. De Gaulle s'enferme alors dans un petit appartement londonien et rédige son discours pendant que Edward Spears, un militaire anglais partisan de la cause de De Gaulle, tente de convaincre les ministres pour laisser l'antenne à De Gaulle. Mais c'est un échec. Les ministres ferment les portes de la BBC à De Gaulle, qui, bon, faut bien l'avouer, à part un joli discours, n'avait pas d'armée et était à l'époque inconnu du grand public. De Gaulle est sonné, mais Spears a une solution. Il se rend au 10 Downing Street et ose réveiller Churchill pendant sa sieste pour lui présenter le discours de De Gaulle. Là, Churchill le lit et trouve le discours vraiment pas mal, et réussit à convaincre les ministres de laisser De Gaulle porter son message. C'est alors que le 18 juin à 18h30, De Gaulle prononce son message, qu'il conclut par cette phrase. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, et ne s'éteindra jamais. Le tout premier appel à la résistance vient d'être lancé. D'ailleurs, nous n'avons pas d'enregistrement de ce discours, car les techniciens de la BBC n'y avaient pas pensé. Même si celui du 18 juin est resté le plus connu, De Gaulle va continuer les semaines suivantes à diffuser de nouveaux appels à résister, dans lesquels notamment il déclare que le gouvernement de Vichy est illégitime. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. L'appel du 18 n'est pas entendu via la radio. En fait, pas grand monde en France n'écoute la BBC à ce moment-là. Mais le lendemain, son discours est retranscrit dans les journaux français. Et pendant l'été 1940, quelques milliers de Français prennent le risque de tout quitter pour traverser clandestinement la Manche, afin de rejoindre l'Angleterre pour continuer la lutte. L'armistice est signé le 22 juin, dans le même wagon où avait été signée celle de 1918. Une volonté d'Hitler pour encore plus humilier la France. Le gouvernement français s'installe alors à Vichy, dirigé par Pétain, pendant que la France est coupée en deux. La propagande de Vichy se déchaîne sur De Gaulle. Présenté dans la presse comme un traître, un tribunal militaire va même jusqu'à le condamner à mort. De Gaulle avait reçu 100 000 francs de la part de Paul Reynaud avant la capitulation et s'en sert pour monter une armée. Il devient chef de la France libre, et avec le soutien des Anglais, il fait renaître l'armée française sous le nom de FFL, pour Force Française Libre. Arborant la fameuse croix de Lorraine, cette armée est composée de ceux qui l'avaient rejoint en Angleterre et de ceux qu'il reste de l'armée coloniale française. En 1942, De Gaulle commence à travailler de plus en plus étroitement avec la résistance intérieure française et confie à un certain Jean Moulin la difficile tâche de réussir à coordonner toutes les actions de résistance en France. C'est ce qu'on appelle le Comité National de la Résistance. C'est ce qui permet de mettre en relation tous les groupes de résistants. En 1943, De Gaulle quitte Londres pour installer son quartier général à Alger, car les FFL se battent à ce moment aux côtés notamment des Britanniques en Afrique du Nord. Mais malgré ça, il peine à se faire reconnaître comme le véritable chef de la France auprès des Alliés, et surtout des Américains. Il se rend en 1944 à Washington, où il rencontre pour la première fois le président américain Franklin Roosevelt. Mais Roosevelt n'aime pas De Gaulle. Le fait que ce soit un militaire qui souhaite reprendre le pouvoir le fait s'imaginer que c'est un futur dictateur. Ce qui n'empêche pas De Gaulle de participer à l'élaboration de la plus grande opération militaire de l'histoire. En effet, les Alliés avec les Français débarquent en juillet 1943 en Italie, et après l'Italie, vient l'heure de la libération de la France. L'opération Overlord débute dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Au petit matin, les Alliés débarquent sur les plages normandes et parviennent à repousser l'armée allemande. Et quelques jours après, les Alliés débarquent à nouveau, cette fois-ci dans le sud de la France. Ah oui, comme les Allemands flippaient d'un débarquement allié, ils avaient décidé d'envahir le sud de la France, pourtant en zone libre. De Gaulle peut enfin retrouver son pays en ce mois de juin 1944, et est accueilli triomphalement dans tous les villages récemment libérés. Et il réussit même à négocier avec les Alliés la libération de Paris. Car en fait, comme Paris n'avait pas une importance stratégique, les Alliés avaient de base prévu de juste contourner la ville pour continuer vers l'est. Mais De Gaulle voit la libération de Paris comme un acte symbolique, et réussit à convaincre les Alliés de libérer Paris, mais le plus important encore, de laisser les chars de la 2e division blindée du général Leclerc entrer dans Paris les premiers. Paris se soulève, et grâce aux résistants appuyés par les renseignements américains, ils obligent les Allemands à se rendre. Le 26 août 1944, Charles de Gaulle descend les Champs-Élysées sous les applaudissements de la foule, et prononce ces mots devenus célèbres à l'hôtel de ville. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se sent, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
Ça marque le début du mythe du résistentialisme qui sera grandement alimenté par De Gaulle et qui tente de faire croire que toute la France était résistante. Or, dans les faits, c'est pas du tout le cas. Il y avait bien une minorité de résistants, une autre minorité de collabos, mais la grande majorité des Français ont juste essayé de vivre plus ou moins normalement pendant l'occupation, sans chercher à s'impliquer dans quoi que ce soit. Mais dans le contexte de l'époque, ça se comprend, hein, le peuple était divisé et le pays en ruine. Il fallait donc calmer les ardeurs de certains qui criaient déjà vengeance. De Gaulle va alors tout faire pour tenter de réunifier le pays et nommer à la tête du gouvernement provisoire. Un peu moins d'un an après la libération de Paris, en mai 1945, l'Allemagne capitule, suivie par les Japonais en septembre. La Seconde Guerre mondiale prend fin. En 1945, à la tête du gouvernement provisoire, il fait passer entre autres la loi qui donne aux femmes le droit de vote. Il nationalise les entreprises françaises pour aider à la reconstruction de la France et met en place l'assurance maladie obligatoire, en gros la Sécu. Il tente d'imposer sa vision de la politique française à Bayeux, mais son projet est rejeté et c'est finalement la 4ème République qui est proclamée. De Gaulle démissionne. Et vous allez voir qu'il va beaucoup démissionner par la suite. Pour s'opposer à la 4ème République, il fonde le RPF, un parti de droite conservateur et souverainiste, mais ses succès se font rares. Il décide finalement de laisser tomber son parti en 1953. Commence alors pour lui la traversée du désert. Plusieurs années où il se met totalement à l'écart de la vie publique, pendant lesquelles il commence à écrire ses mémoires. Mais tout bascule en 1954, avec le début de la guerre d'Algérie, qui fait suite au désir d'indépendance des colonies juste après l'indépendance du Vietnam à l'issue de la guerre d'Indochine. Et en France, nombreux sont ceux qui souhaitent le retour du général. Leur appel est finalement entendu, puisqu'en 1958, De Gaulle fait son grand retour sur la scène politique, sous la demande du président René Coty. Il devient un président du Conseil de la 4ème République et obtient les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Très inspiré par son discours de Bayeux, il met en place la constitution de la 5ème République, basé sur un exécutif fort qui est approuvé par un référendum à 79,2% par les Français. Et à la fin de l'année 58, De Gaulle est élu premier président de la 5ème République et va négocier la fin de la guerre d'Algérie lors des accords d'Évian le 22 mars 1962. De Gaulle souhaite une France souveraine. C'est pourquoi il va mener une politique d'indépendance nationale, ce qui conduit à un fort développement des moyens de défense, avec par-dessus tout, en février 60, le premier test d'une arme atomique française dans le Sahara. De Gaulle souhaite le plus possible se détacher des États-Unis et décide pour cela de quitter l'OTAN en 1966 et critique grandement les Américains pour leur implication dans la guerre du Vietnam. Mais ce qui ne l'empêche pas de soutenir les Américains et notamment le président Kennedy lors de la crise de Cuba. Ouais, il aime pas trop l'impérialisme américain, sauf quand on peut taper sur les communistes, là ça va. En 65, il est réélu de peu face à Mitterrand. La France semble se redresser et connaît lors des 30 Glorieuses une croissance économique très forte, mais cela n'empêche pas le pouvoir de vaciller puisqu'éclate la crise de mai 68. Et il souhaite à tout prix remettre de l'ordre dans ce qu'il nomme la chienlit. Mais malgré tout, à la fin de mai 68, le pouvoir de Gaulle est très affaibli, et il comprend que son rapport avec les Français a changé. En avril 69, il tente de réformer le Sénat via un référendum, mais sa proposition est rejetée, alors il démissionne. Il se retire alors chez lui à Colombey, les 2 églises en Haute-Marne, et ne souhaite plus intervenir dans la vie politique française. Il reprend l'écriture de ses mémoires, mais ne parvient qu'à achever son premier tome, avant de mourir d'une rupture d'anévrisme le 9 novembre 1970 à 79 ans. Conformément à ses souhaits, il ne reçoit pas de funérailles nationales. Son corps est transporté sur un blindé vers le petit cimetière de Colombey, les 2 églises, où il y est enterré auprès de sa fille Anne. Toute sa vie aurait été guidée par son ambition et son amour pour son pays. Il reste un personnage complexe, avec une vie longue et très riche, et autant vous dire que c'était compliqué de tout condenser en un épisode, parce que, bon, évidemment, il n'est pas apprécié de tous. C'est pas pour rien que pendant son mandat, il échappe à plusieurs attentats. Bien qu'il n'ait pas accompli tout cela seul, son héritage reste considérable. Il a permis à la France de rester dans le camp des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Son engagement pour la souveraineté de la France a permis à la France de devenir l'une des plus grandes puissances dans le nucléaire. Des innovations dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, avec le premier programme spatial français. La création de la 5ème République, le système politique français depuis plus de 50 ans. Et enfin, au lendemain de la guerre, il était bel et bien devenu pour beaucoup le sauveur de la France. Il a réussi à laisser son empreinte dans l'histoire, aux côtés de ceux qui l'admiraient, lorsque son père lui racontait l'histoire de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai vraiment aimé la faire, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez penser à mettre un like ou un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram. Et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.